hein. L'idée, c'est que désormais, l'administration a une forte suspicion, un gros soupçon sur une fraude. Eh bien, on suspend, on interrompt quelque temps le versement des allocs, le temps de voir si il y a eu volonté ou pas de frauder, mesdames, messieurs. Ah, c'est très, très nouveau sur le plan du principe et sur le plan philosophique. Regardez une petite minute le reportage et vous allez comprendre. La caisse d'allocation familiale, France Travail ou encore l'assurance maladie pourront-ils bientôt vérifier vos comptes pour débusquer d'éventuelles fraudes ? Le projet de loi doit être étudié à l'Assemblée le 24 février. Il prévoit de suspendre les versements en cas de soupçons sérieux. Sauf à tomber dans l'hyper-contrôle de l'État, c'est une excellente chose. Alors, je suis pas très d'accord de couper directement les fonds direct parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Faire une bonne vérification, même si ça prend un peu de temps. Pour le rapporteur de la loi, l'objectif est de mieux armer les administrations. On donne les mêmes moyens aux administrations sociales, CPAM, CAF, département, France Travail, que ceux dont dispose le fisc. Pour être acceptée, la proposition devra être adoptée par l'Assemblée, mais aussi respecter certains principes de constitutionnalité. C'est une procédure qui est extrêmement limitée dans le temps. L'administration devra motiver ses décisions de suspension. Ces éléments-là nous permettent de penser que c'est constitutionnel, d'autant plus que c'est déjà prévu dans d'autres pans du droit actuellement. Chaque année, on estime que la fraude sociale coûte 14 milliards d'euros à l'État. Très bien. Pascal Perry, un soupçon et on suspend les allocs. Bonne idée ou pas selon vous ? Non, on qualifie les faits en France, pas les intentions ou les soupçons. La présomption n'est pas suffisante pour condamner. C'est pas une condamnation, c'est une suspension. Y compris une suspension, c'est une sanction. On va appeler ça une sanction. Nathalie Goulet. Ah mais nous on l'a voté au Sénat déjà le texte. Et je peux vous dire que quand vous suspendez une prestation parce que vous pensez que votre client est mort, s'il ne revient pas, c'est que vous avez bien fait de la suspendre. Ce genre de choses arrive ? Ah oui, bien sûr. Ce genre de choses arrive. Bien sûr. Juste une question, parce que vous connaissez techniquement le sujet. J'ai une petite question corollaire. Quelle est la différence pour les rentrées financières de l'État entre je suspends, j'analyse, et puis si je me suis trompé, je rembourse, voilà, puisque là, dans ce cas, je n'économise pas d'argent, et je suspends, et puis j'arrête s'il y a une arnaque. C'est quoi la différence ? Parce que dans les deux cas, on arrête s'il y a une arnaque, et on paye s'il n'y a pas d'arnaque dans les deux cas, donc c'est le même niveau de rentrée. Non, parce que les prestations sociales, c'est un robinet. Donc s'il y a un doute, on ferme le robinet et on paiera après. Mais il y a quand même énormément de présomptions de fraude. Le problème, ça va être ce qu'on met comme moyen humain pour contrôler tout ça. Renaud Pilat. Non, moi je suis contre cette idée du soupçon parce que déjà c'est un dossier qu'on traîne depuis des années qui est extrêmement sensible. Et à partir du moment où vous avez le soupçon, vous aurez une pluie de réactions. En revanche, il faut s'attaquer à cette fraude. C'est une question de moyens. Il n'y a pas assez dans les administrations de moyens qui sont mis contre cette fraude. Isabelle Saporta. Moi, j'ai un peu honte, mais moi, je suis pour, en fait. J'étais assez... Moi, j'ai lu l'interview de Farandou, qui a expliqué effectivement très clairement que les 3/4 des fraudes, c'était pas les gens en difficulté, etc. C'était des fraudes aux cotisations sociales, c'était des fraudes d'entreprise. Et que quand ils sont à un niveau de suspicion dingue, c'est qu'ils ont déjà croisé 50 trucs et que c'est le seul moyen pour eux de les choper. Parce que s'ils ne les prennent pas en flagrance, ils leur laissent 15 jours et pendant ces 15 jours, ils se cassent. Donc moi, je vais vous dire un truc, moi je suis plutôt pour en fait. Pardon d'être à contre-courant. Ça, c'est les entreprises éphémères. Oui. Non mais c'est vrai que ça existe. Voilà. Bon, manifestement, c'est pour cela que c'est fait. Oui, mais enfin, j'ai peur qu'il y ait une petite faiblesse juridique. Moi, je suis d'accord sur le principe de sanctionner. Non, mais je suis d'accord sur le principe de sanctionner des faits. C'est-à-dire que l'employeur indélicat qui fait travailler des gens au black, l'URSSAF arrive souvent d'ailleurs à le démontrer, parce que l'URSSAF a des enquêteurs avec une capacité d'analyse en ligne, le maître d'œuvre, le sous-traitant ou les sous-traitants. Ça c'est une fraude qui est connue, qui est massive. Non, on a affaire, on échangeait ce matin avec Mme Goulet, à des réseaux criminels. Des réseaux criminels, alors, voilà. Là, qu'on utilise ce type de moyens, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a une faiblesse juridique sur le concept de Attendez, Nathalie Goulet quand même, parce que vous faites tous vos français, si je puis dire, c'est-à-dire, sauf vous Isabelle et sauf vous Nathalie. Vous dites,
qu'un Renaud Pillage vous accuse, vous faites votre français, ça vous dit attention, c'est une affaire de grands principes. On ne suspend pas parce que franchement c'est désigné à la vindicte, etc. Non, la réalité c'est que cette administration française qui est faible, qui a des capacités de contrôle très faibles, qu'elle puisse dire écoutez, c'est très louche, votre dossier, il y a des croisements, c'est très très louche. On suspend quelque temps le temps de comprendre. On vous retire 3 points sur le permis parce qu'on soupçonne que vous ayez augmenté, que le radar est mince. Juste avant que vous donniez la parole à Nathalie qui va être hyper brillante. Bah oui. Juste, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, je la prends avant. C'est juste que les cotisations, c'est fraude aux cotisations sociales. Qui est impacté? C'est le salarié qui pense, qui cotise et qui cotise pas. Donc moi, qu'on arrête tous ces de fraudeurs d'entreprises qui font semblant de déclarer leurs salariés et qui en fait blousent leurs salariés, mais moi je suis d'accord, je signe dès demain et faisons-les tout de suite. Voulez-vous nous dire exactement ce que peut être un soupçon, mais concrètement, parce que la fraude sociale, effectivement, les 14 milliards, c'est ça. 52% liés au travail dissimulé, 36% aux assurés sociaux et 12% aux professionnels de santé. Donc concrètement, les soupçons, là, ce serait quoi ? Je vais vous donner un exemple. Il y a une caisse très connue en France qui, un jour, a décidé qu'il y avait beaucoup de doutes sur la résidence des bénéficiaires. Elle a donc envoyé une lettre recommandée à l'ensemble des bénéficiaires de sa caisse en leur demandant de venir pointer. 45% des lettres sont venues n'habitent pas à l'adresse indiquée. Voilà, on a coupé. C'est plus un soupçon, là. Un gros soupçon. Mais attendez. Mais là, ils n'ont pas répondu. Mais c'est pareil pour les gens qui touchent des prestations, qui sont supposés les toucher alors qu'ils sont décédés, etc. C'est-à-dire qu'il y a un faisceau d'indices, c'est ça la présomption. Là, on est plus dans dans la démonstration de preuves que dans le faisceau d'indices. Oui, mais là, ils peuvent très bien avoir changé d'adresse. Vous allez en Suisse, vous connaissez ce que font les Suisses. Il y a un guichet municipal, il faut vous présenter tous les 6 mois si vous voulez continuer à toucher les prestations. Qui sont des prestations assurantielles, si vous voulez, ou sociales d'ailleurs au passage. Il faudrait qu'on puisse faire la même chose. Mais là, tel que vous le présentez, en effet, si on n'a pas de preuve de vie ou s'il y a absence du bénéficiaire, de l'allocataire, effectivement. J'imagine d'ailleurs, imaginons que cette idée de sanctionner, ou plutôt, de suspendre les allocations sociales, les aides sociales, ça ne marche pas. Bon, de toute façon, face à une population qui perçoit des aides sociales, qui est plutôt fragilisée sur le plan social, j'imagine que ça doit être la croix et la bannière pour récupérer. Quand on a versé indûment à des gens qui se sont servis pendant des mois et des mois, c'est très difficile pour dire vous allez me reverser 18 533 euros. C'est impossible. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas chercher leurs prestations. Mais par exemple, pour les entreprises, c'est que la fraude à l'URSSAF, c'est quand même entre 8 et 10 milliards. Et là, on peut avoir des indices lourds et concordants de ce qu'on est en train d'avoir une entreprise éphémère qui va collecter de la TVA, qui ne la rendra pas, etc. Donc, si vous voulez, c'est sur les entreprises surtout que cette suspension de prestations, etc. se fera. C'est quelles boîtes les plus concernées ? BTP, restauration. Restaurant, bar. Moi, j'ai eu le cas de gens que j'ai connus qui étaient restaurateurs en contrôle URSSAF au moment du Covid et qui, à ce titre-là, n'ont pas été aidés pour le Covid. C'est-à-dire que ça a été l'argument montré par l'administration. Donc ça existe déjà, d'une certaine façon. Oui, mais il faut prendre des mesures. Je veux dire, je ne suis pas sûr. Moi, je l'ai voté, puisque le texte est déjà arrivé au Sénat. Bon. Donc on l'a déjà voté au Sénat. Moi, je l'ai voté. Comme on dit, le temps ne faisant rien à l'affaire. Voilà. Georges Brassens. Voilà. Moi, je pense que si on ne prend pas des mesures drastiques, on n'arrivera pas. Et la suspension des prestations, ça ne veut pas dire qu'on ne les donnera pas. Et encore une fois, j'insiste, la fraude sociale, ce n'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau organisé. Et là, il y a eu plusieurs cas cette semaine dans la presse, vous avez dû le voir, sur des sommes très importantes. Moi, je suis tout à fait favorable à cette mesure. Et sur la TVA, quand vous parliez de fraude à la TVA, ça porte sur combien de milliards ? Ça, c'est fiscal. 25 milliards. C'est plus social. C'est fiscal. Non, c'est plus la fraude sociale. C'est 25 milliards. Le ministre du Travail mène les deux, visiblement. Voilà, parce qu'il parle de ce projet de loi, il dit c'est un texte de fermeté et d'extrême rigueur contre la fraude sociale et contre la fraude fiscale. Donc, il y a cette mesure 2. Il y a des mesures aussi. Ça s'attaque aux deux et ça arrive à l'Assemblée nationale à la fin du mois, le 24 février. Nous, on l'a voté au Sénat. Et vous l'avez voté au Sénat. Juste dans un mot, je suis désolé, je vous le redis, ça,
Ça, Moi, je c'est trouve ça hyper typiquement important, une mesure que beaucoup de gens attendent. Mais c'est ce que j'allais et dire. pas seulement à droite. Non, mais vous Et avez pas raison. seulement à Bah non, droite. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut un plan drastique. Et apparemment, ce plan est plus efficace, en tout cas sur le papier, que les autres. C'est un plan assez choc. Mais c'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Tout le temps. La fraude. Moi, je bosse et à côté, je connais des gens qui fraudent socialement. L'APL, des fausses déclarations de grossesse. Pour toucher. Plein. Des tas d'allocations. Et ça, pour des gens qui bossent et qui payent beaucoup de charges sociales, parce qu'il n'y aurait pas de fraude à l'URSSAF si le coût social pour un serveur ou un ouvrier dans le BTP était si important. Une fois de plus, c'est les cotisations. Si on baissait le coût du travail, on aurait moins de fraude. Mais c'est vrai, vous avez raison, Éric, que c'est un sujet majeur. Oui. On entend tout le temps. Alors, L'assistanat, la fraude. Juste un mot, Éric. La fraude sociale, elle se distingue avec un taux de recouvrement très faible. Prenez la fraude fiscale. Alors, Ça va mieux, la fraude fiscale. la fraude fiscale, ça va un peu mieux, Ouais. parce qu'on arrive à identifier les pratiques, etc. Et puis, il y a des moyens de contrôle. La fraude sociale, moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, elle est moins importante en volume. C'est autour de 13 milliards d'euros, en effet, chaque année. Mais le taux de recouvrement est extrêmement faible. Inférieur à 1 milliard Et d'euros. comment on explique ça? Pas assez de moyens de contrôle. Parce qu'on n'arrive pas à le démontrer, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des entreprises éphémères. Et aussi, Mme Goulet défend cette idée-là, parce que nous sommes confrontés à des réseaux criminels qui ont des moyens considérables. C'est quoi ces réseaux criminels? C'est quoi? C'est pas le narcotrafic? C'est qui ces gens-là? C'est qui? Si. Aussi, il y a des trafics de migrants, il y a du trafic des narcotrafiquants, il y a tout un tas Et quel est le rapport avec la fraude sociale? Comment d'un réseau de trafiquants de migrants trafique parce que travaillent au votre black. voilà. Parce Travaillent que au black. vous avez une entreprise qui se constitue et qui va collecter dans le BTP. Qui va se constituer, qui va collecter de la TVA, qui va employer des salariés qu'elle paiera en partie au noir, et qui aura récupéré des espèces d'un trafiquant de drogue ou d'autres choses. Et donc, si vous voulez, il y aura une entreprise qui est techniquement une entreprise légale qui va blanchir de l'argent de la drogue. Mais c'est tous les jours. Et au moment, elle va collecter de la TVA, mais au moment de la restituer, elle va disparaître. Donc non seulement elle aura trompé sur l'URSSAF, elle aura fait du dumping social pour les entreprises du même secteur, dans le même endroit, parce qu'évidemment, quand vous ne payez pas les Bien charges, sûr. Ça change tout. Les factures sont moins chères, et voilà. Et donc, si vous voulez, vous avez des réseaux entiers, et notamment ces entreprises dites éphémères, qui se constituent pour frauder, blanchissent l'argent de la drogue. C'est quoi le profil type de l'entreprise éphémère en région lyonnaise, parisienne, marseillaise? Du BTP, de la Et du BTP. Et de la restauration. De la restauration. Et Voilà. donc il a raison, Farandou, pardon, mais pourquoi leur laisser 15 jours de battement histoire qu'ils s'organisent maintenant? Flagrance, pof, allons-y, il y a des choses pour lesquelles il faut y aller. Quoi. Elle est sur le point de me convaincre. Elle est sur le point merci. Formidable. Mesdames, messieurs, notre grand journaliste économique Pascal Perry, convaincu, retournez. Retournez. Et Renaud Pila également. Elle a gagné, Nathalie. Retournez vers cette idée. Dites, Ah oui. juste une chose. Moi, j'adore faire des débats enflammés. Alors, franchement, Nathalie Goulet, mais quand j'apprends 8 jours après mon débat enflammé que finalement ça passera jamais, ça me fiche un cafard, je mets ma couette sur la tête et je m'endors. Voilà. Alors là, est-ce qu'on a fait tout ce débat pour entendre? Ben non, ça passera jamais. Il y a une majorité à l'Assemblée ou pas? Ça, on va voir, parce que c'est quand même les ingénieurs du chaos. On va voir ce qu'il en reste. Mais c'est pour ça que le texte est passé d'abord au Sénat. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des grandes chances que ça passe. Bon, après, on aura le Conseil constitutionnel, mais ça passera pas tout de suite. C'est le 24. Au mois de mars, on ne travaille pas à cause des municipales. Voilà. Et ensuite, on aura d'autres cas. Mais moi, ça fait 19 ans que ça dure, cher ami. Qui est l'adversaire Qui sont vos adversaires Alors, à l'Assemblée? Quelle famille politique s'oppose à la mais lutte? au Sénat aussi, on a les mêmes. Au Sénat, si vous C'est-à-dire voulez. que, si vous voulez, vous avez toujours la même histoire que je répète sans arrêt, et ça commence à devenir extrêmement fatigant. La fraude sociale serait une indignation de droite et la fraude fiscale serait une indignation de gauche. Donc, je vous le répète, c'est une indignation républicaine, car le contribuable Bien sûr. est... Vous avez 1000 fois raison. Voilà. Donc, il faut que ça s'arrête. La fraude sociale, c'est de l'argent qui sort tous les mois. La fraude fiscale, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Dans les deux cas, ça manque aux écoles, aux routes, Bien aux sûr. médecins, aux hôpitaux, aux infirmières qui en ont besoin. Et j'ajoute que des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui vont même pas chercher leurs prestations, Bien sûr. ça c'est le non-recours, c'est aussi scandaleux. Donc il faut mettre bon ordre à tout ça. On fait du mi-cadeau législatif, il faut un grand texte, il faudrait un grand soir de la fraude. Alors le ministre Montchalin
a nommé une nouvelle mission, c'est la 674. Ah, c'est bien l'émission. Ça, c'est généralement quand on veut rien faire. Mais ça, c'est du passe-quoi. Si vous voulez enterrer un dossier, on fait une commission. Voilà. Avec un rapport, suivi d'un rapport qu'on va pouvoir classer verticalement. Madame la sénatrice de droite. Et du centre. De centre droit. On verra s'il y a un candidat commun à la présidence. UDI, c'est quoi la UDI? C'est la famille de Jean-Louis Borloo. Oui. De la centre droit. Vous savez très bien, et vous l'avez dit, qu'on entend la droite beaucoup plus et le centre beaucoup plus parler de la fraude sociale. Et c'est très dommage. Que de la fraude fiscale. Et c'est très dommage. C'est vrai. Qui a renforcé les contrôles sur la fraude fiscale? François Hollande. Et il a fait un gros boulot qui a donné des résultats, puisqu'on récolte beaucoup plus de la fraude fiscale que de la fraude sociale. Oui, mais moi, j'aimerais un grand plan de la droite qui dit la fraude fiscale, ras-le-bol. Certains très hauts revenus, ras-le-bol. Certaines entreprises qui fraudent, ras-le-bol. Voilà. Et une fois de plus, on caricature, vous avez raison. La gauche dit, oh là là, c'est les pauvres, faut arrêter avec la fraude sociale. Et les riches disent, oh la fraude fiscale, on touche pas à notre électorat. Ils sont électoralistes. Non, mais la différence, c'est que le taux de recouvrement sur la fraude fiscale, il est de 97, 18%. Pas autant, mais il est gigantesque. Bien supérieur. Et pourquoi? Parce que vous avez raison, Renaud, sauf que c'est facile. Par définition, quelqu'un qui fraude, il a des revenus, et quelqu'un qui a des revenus, il suffit de faire un avis à tiers détenteur, c'est facile de récupérer, c'est assez facile. Sur la fraude fiscale, on a des chiffres très variables. Et vous avez des gens qui disent c'est 20 milliards par an. C'est le poids des carrousels de TVA, c'est la fraude à la TVA. Et puis vous avez un syndicat, le syndicat je ne sais plus quel est son nom, le syndicat des finances publiques en France, qui dit c'est 80 milliards. Mais je veux dire, comment vous pouvez le savoir? La question, c'est toujours un peu le flou, si vous voulez. C'était très dur de faire voter des dispositifs. Ils ont encore sauté au PLF là cette année. On a encore fait sauter des dispositifs qu'on avait votés contre l'optimisation fiscale. C'est très très compliqué. Pourquoi? Eh ben moi je suis pas suspect. Chez LR, ils veulent pas? Il n'y a pas que les LR. Il y a qui? Le gouvernement. Le gouvernement. C'est avec l'opposition du gouvernement. Là, on essaye de travailler sur les entreprises éphémères, c'est le gouvernement qui s'oppose. Parce que les services sont contre. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas, cher Éric Brunet, attendre des réponses à des questions de la part de gens dont le salaire dépend de ce qu'ils n'en trouvent pas. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. J'ai compris, oui. Très bien, c'est pas mal. Voilà. Merci Nathalie Goulet. Mesdames, Messieurs, on va suivre ça. Ça sera pour le printemps. Est-ce que cette idée... D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit en bas. Punir sur un simple soupçon, ça, non. C'est suspendre quelque temps, le temps d'enquêter pour savoir si on est sur quelqu'un qui arnaque les prestations sociales. Donc c'est pas punir, c'est suspendre. Suspendre pour comprendre. Vous revenez le 25 février au lendemain du vote. Vous venez au lendemain du vote le 25 février. Un coup de gueule du sénateur, c'est quand vous voulez. Très bien. Mesdames, Messieurs, dans un instant, est-ce que les candidats aux élections municipales